Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sur investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Ils et elles nous racontent l'envers du décor. Le but est de vous aider à établir les bases solides de votre stratégie d'influence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Myriam Ouni, social media manager à la base. J'ai découvert l'influence en 2013 avec l'avènement des blogueuses mamans à qui je faisais appel pour tester les produits. Aujourd'hui, j'accompagne les fondateurs et les fondatrices à poser les bases d'une stratégie d'influence créative et authentique. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette conversation de la série de podcasts dédiée à la food. Dans cette série de podcasts, je vous invite à plonger dans les coulisses marketing des marques que vous avez déjà consommées. Alors, si vous êtes gourmand ou gourmande comme moi et que vous êtes curieux de comprendre les stratégies marketing de vos marques préférées, vous êtes au bon endroit. Dans ces conversations, vous allez découvrir des personnalités enrichissantes, des idées créatives et des solutions innovantes pour répondre aux problématiques du secteur agroalimentaire. Et on finit cette série avec Héloïse Penanowat, Digital et Social Media Manager pour Kellanova France, le groupe dans lequel vous pouvez retrouver les marques Pringles et Kellogg's. Au cours de sa carrière, Héloïse allie des expériences agroalimentaires et digitales pour devenir une spécialiste des stratégies digitales qui fonctionnent pour les catégories de produits dont elle s'occupe. Dans cet épisode, Héloïse nous partage comment sont travaillées les premières activations, l'amélioration des recettes, la place de l'influence dans le plan média et les enjeux sociétaux de la marque. N'oubliez pas de noter et laisser à votre avis sur Apple Podcast et Spotify, cela m'aide énormément pour le référencement du podcast. Bonne écoute! Salut Héloïse, je suis ravie de t'accueillir sur Influence Corner. Ravie également. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Tu fais partie du groupe Kellanova. On va détailler un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui pour le groupe Kellanova qui comprend notamment Kellogg's. On s'est rencontrés avec Justine qui est avec nous mais qu'on ne va pas entendre aujourd'hui sur la journée de présentation de l'agence Welcome. Et je voulais revenir aujourd'hui avec toi sur une vue d'ensemble de ce que tu fais dans ton rôle aujourd'hui et en savoir un peu plus sur les stratégies d'influence que tu mets en place. Mais avant tout, je voudrais en savoir un peu plus sur toi. Et si tu pouvais te présenter déjà dans un premier temps, s'il te plaît. Avec plaisir. Moi, je m'appelle Héloïse. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint Kellanova. Et mon rôle, c'est Digital et Social Media Manager. Concrètement, j'accompagne toutes les marques du portefeuille dans le développement de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, on a énormément de création de contenu. Aujourd'hui, ça se diversifie de plus en plus. Ça passe par de l'influence, par des partenariats avec des médias, également par des événements et par des contenus qu'on publie également sur nos réseaux sociaux. Avant d'arriver chez Kellanova, qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton parcours? On veut bien en savoir un peu plus sur toi. Alors j'ai un parcours très food, voire uniquement food, puisque je suis passée chez Danone et également chez Ferrero France. L'entreprise dans laquelle je suis restée à peu près 3 ans avec le même scope, digital, création de contenu et en plus tout ce qui était médias et CRM pour avoir le lien avec les consommateurs. Et au sein de ce parcours-là, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Comment tu as vu et aussi évoluer ces activations social media, l'influence, les KOL, les créateurs de contenu? C'est vrai que si je repense à la première campagne d'influence que j'ai faite, c'était chez Danone et on avait fait une collaboration avec une influenceuse hyper en vogue et c'était Sananas à l'époque, donc tout le monde la connaît maintenant. Mais c'est vrai que c'était la première campagne qu'on faisait, que je faisais. Et si je compare à celle que je fais aujourd'hui, il y a eu une évolution folle en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la co-création. On a beaucoup mieux compris, on commence à mieux comprendre les rôles des influenceurs et surtout des créateurs de contenu qui pour moi, c'est différent. Il y a les influenceurs et les créateurs de contenu et de plus en plus, justement, je pense qu'il faut valoriser les influenceurs qui font de la création de contenu.
Et si on parle un peu de ton parcours et justement ce focus sur la food, qu'est-ce que tu retiens finalement? Est-ce qu'il y a des inside food? Parce que on peut trouver que l'influence, ça s'y prête super bien pour parler food. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur et qu'est-ce qui t'anime aussi à travers ton métier? C'est vrai que j'adore ce secteur. Je suis vraiment une passionnée. En fait, par la grande conso et par la food, ce qui me plaît, c'est de savoir que les produits pour lesquels je travaille, les marques pour lesquelles je travaille, font écho et résonnent en fait dans le quotidien, dans le cœur de chacun. Il n'y a pas une fois où quand je rencontre des nouvelles personnes, quand je dis que je travaille chez Kellanova, il n'y a pas une seule fois où on ne parle pas des marques iconiques que les personnes consommaient ou consomment encore maintenant. Donc c'est ça qui m'anime. Et ce que j'aime beaucoup chez Kellanova notamment, c'est le fait d'être sur tout le portefeuille de marques. Il y a quand même 3 catégories. Donc on a les snacks salés avec Pringles, on a les barres de céréales et puis les céréales. Et donc ça fait beaucoup de marques, beaucoup de cibles à travailler. Et chaque marque a sa façon de communiquer et c'est super intéressant. Ouais, on veut bien en savoir un peu plus justement ton rôle et comment tu gères ces 3 marques qui, j'imagine, ont des cibles peut-être identiques mais aussi différentes. Comment tu gères tout ça? En fait, on travaille par stratégie annuelle. Donc, on a des temps forts en fonction des marques, en fonction des années. Typiquement, quand on commence à travailler sur un plan, donc ça commence l'année d'avant. Donc là, on est en 2024, on commence déjà à travailler sur les plans de 2025. Donc en fait, une fois que l'objectif de la marque, les budgets annuels, etc. sont définis, je travaille toujours en binôme avec la Brand Activation Manager et on réfléchit à comment est-ce qu'on va atteindre nos objectifs pour l'année suivante. Est-ce qu'on a besoin de changer la cible ou est-ce que la cible convient? En fait, quel est l'objectif de la marque? Où est-ce qu'on veut emmener la marque l'année suivante? Une fois qu'on a déterminé tout ça, c'est à moi de mettre tout ça un peu dans la moulinette et de me dire je pense que pour atteindre cet objectif-là, il faut faire ce type de campagne. Donc on choisit les touchpoints, on choisit les partenaires. Donc c'est un peu comme ça que ça se déroule. Toutes les marques ne sont pas activées. On a 14 marques, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une bonne diversité. Néanmoins, 14 marques activées dans l'année, ce serait beaucoup. Donc, on a des marques prioritaires, comme tous les entreprises. On a des marques prioritaires sur lesquelles on communique. Ça change d'année en année, pour être honnête, en fonction des temps forts, etc., du contexte. Voilà. Donc j'imagine que tu as un quotidien aussi très rythmé et très différent d'année en année parce que étant donné que tu n'actives pas les mêmes marques d'une année sur l'autre, ça te permet d'être hyper créative et de pouvoir changer un peu aussi de stratégie ou de manière en tout cas d'atteindre les cibles. Tout à fait. Alors, on a nos marques principales qui forcément prennent la parole tous les ans. Je pense à Pringles côté salé. Je pense à Trésor côté céréales, parce que Trésor, c'est la marque numéro 1 sur le marché aujourd'hui. Donc, on l'active forcément tous les ans. Et puis après, on a des marques, les marques adultes qu'on active. Par exemple, Extra. Cette année, on a beaucoup activé puisque il y avait un relancement de marque. C'était également les 40 ans de la marque, donc c'est vrai que c'est un nouvel enjeu quand on a une nouvelle communication, des nouveaux packaging, ça change, c'est pas tous les ans qu'on fait ça, c'est hyper inspirant à travailler. Et puis les tendances évoluent aussi. Un lancement de produit ne se fait pas aujourd'hui comme on le fait, comme on aurait pu le faire il y a 3-4 ans. Tu as mentionné le fait que la marque Extra fêtait ses 40 ans. Comment on travaille une marque qui est aussi âgée, entre guillemets, qui a 40 ans, sur une nouvelle... je dirais pas une nouvelle cible, mais comment on travaille la stratégie de communication d'une marque qui a 40 ans, parce qu'on peut se dire qu'elle est hyper connue, qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher de nouvelles cibles, etc. Comment tu travailles, si tu peux nous donner par exemple un exemple sur ce que vous aviez fait sur cette campagne? Tout à fait. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est une marque qui a 40 ans et en fait, on a ce besoin en fait de moderniser un peu nos marques historiques. Et donc pour Extra, pour cette campagne, la
campagne de relancement, on a travaillé un concept qui, pour nous en tout cas, était très innovant, puisqu'on a réalisé une campagne à la fois événementielle, mais également influence, qui mêlait portage journaliste, portage presse, et également conso. Donc en fait, pour la première fois, on a réuni les trois, donc influenceurs, journalistes, conso, lors d'une soirée petit déjeuner. Donc je m'explique, en fait, le concept, c'était donc d'avoir un daybreaker. Donc on a organisé une soirée, mais le matin. Donc il y avait un DJ, il y avait un bar à céréales, on pouvait danser. C'était l'événement a eu lieu sur une péniche qui est assez emblématique des soirées, et en fait le fait de le faire le matin, ça a un peu changé, et on a invité des influenceurs, on a invité des journalistes et également des consommateurs, puisque c'était pour nous hyper important d'inviter des consommateurs à vivre ces petits moments de joie, ces petits moments exceptionnels qui étaient la tagline de notre campagne. Surtout qu'ils sont un peu les derniers oubliés parfois, les consos, dans ce genre d'événements où on ne pense pas forcément à les intégrer. Et c'est vrai que les avoir, c'est toujours intéressant. En plus, ils peuvent aussi rencontrer des créateurs qui suivent sur les réseaux. Et je pense qu'ils ont des retours d'expérience de consommateurs qui sont hyper essentiels pour vous. Oui, tout à fait. On a certains consos qui sont venus pour voir vraiment leur influenceur, qui nous demandaient quand est-ce que Monsieur Thomas allait arriver, quand est-ce que Studio Danel allait arriver. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, juste de leur parler, en fait, aussi, voir leur offrir cette expérience, que eux nous fassent leur retour sur ça, parce que comme tu le dis, ils n'ont pas l'habitude de vivre ça. Et donc on avait également des influenceurs qui faisaient partie d'une campagne à plus grande échelle, puisqu'on a envoyé dans le cadre du relancement un portage de nos nouveaux produits à 200 influenceurs. Donc c'était assez massif, pour être honnête, pour nous de faire ça. Et on avait 3 ambassadeurs, donc qui étaient Studio Daniel, Monsieur Thomas et également Justine. Et comment tu les sélectionnes justement par rapport à cette marque-là, ces 3 profils assez différents? Qu'est-ce que tu allais rechercher en travaillant avec eux? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est intéressant que tu poses cette question, parce que justement le relancement d'Extra, ça passait également par un nouveau slogan, une nouvelle façon d'être en fait de la marque. Donc c'est les petites joies extraordinaires, et donc on a cherché des influenceurs, des ambassadeurs qui incarnaient ces petites joies extraordinaires. Donc on voulait absolument des ambassadeurs qui soient hyper on voulait quelqu'un de jovial, d'énergique, qui vraiment respire la bonne humeur, qui célèbre les petites joies, mais qui n'est pas complètement parfait, et qui n'est pas une caricature, une personne dont on voit la vraie vie, et donc et également qui soit dans notre cible. Donc l'audience c'était important pour nous que l'audience des ambassadeurs soit dans la cible Extra. Donc on a fait un mix en fait entre ces 3 ambassadeurs pour avoir le parfait combo entre bon profil, bonne audience, puis des personnes à qui c'est également agréable de travailler, des personnes dont on est sûr qu'ils aient des bonnes idées, qu'ils soient hyper impliqués dans la co-création. C'est justement un sujet que je voulais aborder avec toi, la co-création. Je sais que c'est de plus en plus difficile d'inviter des créateurs de contenu sur des événements. Il faut que ce soit une expérience assez intéressante et innovante pour qu'ils puissent venir, etc. Donc là, le côté énergique en soirée, au petit déjeuner, j'imagine que ça a intrigué beaucoup. Comment on vient de parler justement de co-création. Comment tu travailles déjà le côté dispositif événementiel que tu mixes avec de l'influence? En plus, il y avait des journalistes, des consos. Comment tu arrives à gérer tout ça, et qu'est-ce que tu demandes finalement en termes de co-création aux créateurs? Alors la co-création, elle s'est plus faite en amont de l'événement. L'événement, c'était vraiment le grand final de la campagne. Mais en amont, on a eu tout un tas de contenus qui ont été créés par ces ambassadeurs. En fait, on leur a expliqué quel était l'objectif de la campagne, quelle était la nouvelle vision de la marque, et eux nous ont proposé leur interprétation du brief. Donc on n'a pas
imposé vraiment une idée créa. On leur a expliqué. C'était des allers-retours, plus de validation de notre côté de leurs idées, mais en aucun cas on a imposé quelque chose. Et c'est ça, je pense, qui fait la force. Et quand on regarde aujourd'hui les contenus des 3 ambassadeurs, il y en a aucun qui est pareil. Et c'est ça qu'on cherche. Ouais. Et est-ce que tu peux par exemple nous raconter un des contenus qui a été créé pour qu'on puisse imaginer un peu la campagne ? Alors l'idée c'était forcément d'avoir cette petite joie extraordinaire, donc de casser un peu le quotidien et que ce soit un moment très convivial autour d'un petit déjeuner. Et donc par exemple on a cette ambassadrice Studio Daniel qui a par exemple adapter un de ces formats un peu signature de micro-trottoir. Enfin, elle est dans la rue, elle distribue des produits aux passants et puis il se passe toujours des choses très drôles quand elle fait ça. Donc, elle l'a adapté pour distribuer des barres de céréales extra à des passants et ça a très bien fonctionné parce qu'en fait, c'est sa DA, c'est son concept et elle n'a pas créé un nouveau concept uniquement pour la marque parce qu'en fait, ça n'aurait pas fonctionné et son audience est habituée à avoir un certain concept. Donc, si on change tout, l'audience se retrouve plus, ses followers ne la retrouvent pas et la marque, on comprend que c'est la marque qui a trop imposé. Donc, je pense que c'est vraiment la clé, c'est de s'adapter à la ligne éditoriale de l'influenceur, du créateur de contenu, pour que le partenariat ait l'air le plus naturel possible. Et en plus, on retrouve en fait ces potentiels consos qui sont des gens qui passent dans la rue et Exactement. qui soit connaissent la marque ou ont déjà testé les produits, mais qui sont aussi surpris, j'imagine, par cette intervention de Daniel comme ça dans la rue. Oui, on a des séquences très drôles de la distribution de bars. Je vous invite à aller regarder le reel, il est très drôle. Je mettrai le lien dans la barre de description d'infos pour que ce soit plus parlant. Donc là, on vient de parler d'une marque spécifique. Si on revient un peu sur ton rôle sur d'autres marques et comment tu les actives, sur les objectifs que tu as, est-ce que c'est toi qui les détermines ? Comment tu fonctionnes ? Alors les objectifs de marque, ils sont déterminés plutôt par notre siège européen qui est à Dublin. On a une relation très étroite avec eux parce qu'en fait eux définissent la stratégie, la ligne de route en fait à suivre de chaque marque et ensuite nous au local notre rôle c'est de l'adapter au marché français. Donc mon rôle en fait c'est une fois qu'on a eu toutes les informations de la part de notre siège européen, c'est de traduire et digérer un peu ça pour que ce soit adapté et adaptable au marché français. Donc ils ont l'idée et ensuite nous on l'applique pour que ça touche nos consommateurs. Ouais, j'imagine prendre en compte un peu les différences culturelles et adapter même le type de contenu, j'imagine qui marche le mieux en France par rapport à d'autres pays en Europe ou ailleurs. Exactement, le type de contenu, le type d'influenceurs avec lesquels on va travailler et l'adapter aussi aux médias français avec qui on travaille. Et puis il faut trouver le bon équilibre entre l'adaptation et en même temps la complémentarité des plans, que ce soit européens et locaux. Et sur d'autres marques, est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples aussi qui sont peut-être sur une cible différente que les barres de céréales extra ? Oui, complètement. Pringles, c'est une marque qu'on active beaucoup, quasiment tout au long de l'année sur le digital. Ce qui est intéressant avec cette marque, c'est que il y a vraiment un objectif, c'est de travailler le moment de consommation qui est l'apéro et de faire de Pringles le partenaire de l'apéro des Français. Ça, c'est vraiment notre ligne de conduite toute l'année. Et ce qui est toujours sympa à travailler, c'est comment est-ce qu'on adapte cet apéro au temps fort calendaire dans l'année. Donc, par exemple, le moment de l'été, c'est un énorme temps fort pour nous, puisqu'il y a normalement plus de soleil, donc plus d'apéros, que ce soit dans les parcs, que ce soit chez les gens en fait qui organisent des apéros. Donc c'est un grand temps fort. Quand il y a des temps forts sportifs également, comment est-ce qu'on appréhende aussi
ces événements. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les consommateurs pensent à Pringles pour leurs apéros devant ces grands événements. Donc voilà, faut adapter cette stratégie tout au long de l'année. Quand tu parles d'événements sportifs, c'est quoi? C'est du style des grandes rencontres, compétitions de foot ou ce genre de choses? Oui, c'est ça. Ça peut être, comme tu le dis, des grandes rencontres de foot ou autres sports. En fait, tout ce qui va réunir les personnes autour de moments conviviaux, et l'apéro fait aussi a une grande place dans ces moments conviviaux, donc c'est important que Pringles y soit. Surtout dans des rencontres comme ça où le lien social est hyper fort. J'imagine qu'on fait attention aux produits qu'on aimerait partager avec ses amis, sa famille, etc. quand on organise des apéros. Est-ce que toi, tu as justement un moyen de t'insérer en termes de messages de communication dans ces moments? Comment tu travailles justement en termes de com? En fait, on a donc cet objectif qui est de communiquer sur l'apéro, l'apéro convivial, l'apéro du quotidien. Donc, c'est l'apéro qu'on peut prendre un peu chacun en rentrant du travail avec son colocataire, son ou sa conjointe, sa famille, ses amis. C'est vraiment l'apéro imprévu qu'on essaie de travailler et donc on essaie de transmettre ce message-là dans toutes nos communications. Par exemple, on a cette année réalisé une campagne donc plus apéro sportif et on essaie de montrer dans les contenus en fait quelque chose de très convivial. On a fait un live avec le créateur de contenu Domingo, donc un live fléchette, donc voilà, un live hyper convivial où ses invités et lui ont joué aux fléchettes autour d'un apéro. Et en fait, c'est typiquement le genre d'apéro qu'on pourrait nous faire au quotidien. C'était un hyper convivial. Donc pour transmettre ça, on a dans le studio les équipes ont aménagé un salon, donc quelque chose, un salon dans lequel on peut tous se projeter. Ça pourrait être le salon de n'importe qui, la table apéro très conviviale, et puis voilà, ça s'est fait hyper naturellement, c'était chaleureux. Donc dans tous les contenus qu'on crée, on essaie d'avoir ce point commun, la convivialité, le partage. Et donc là, tu viens de citer une star, on va dire, des réseaux, Domingo, créateur de contenu, qui a sa propre émission. Donc ça, c'est une activation que vous avez fait sur son émission qui présente sur Twitch, c'est ça? En fait, c'était un live à part, puisqu'il va organiser tout au long du mois de mai différents lives. Et donc, avec Pringles, on en a sponsorisé un, qui était le live fléchette, parce que c'était celui qui se prêtait le mieux à un apéro convivial. Et puis voilà, le côté fléchette, nous, ça nous a beaucoup plu, puisque ça correspond à l'ADN de Pringles, qui est une marque chaleureuse avec un côté un peu décalé. Et les fléchettes, voilà, on trouvait que c'était pas le genre de sport dont on entendait parler souvent. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas. Et si on passe par exemple sur une autre marque qui a rien à voir aussi avec Pringles, qu'est-ce que tu pourrais nous citer par exemple sur les marques sur lesquelles tu travailles? Par exemple, Trésor, Oui, j'allais passer à Trésor. Trésor, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la marque de céréales. Donc, elle est numéro 1 sur le marché. Donc, c'est une marque qui est intéressante à travailler parce que c'est une marque qui a été créée en France il y a 16 ans maintenant. Donc, c'est assez incroyable de voir la vitesse à laquelle la marque a été propulsée numéro 1. Et notre enjeu maintenant, c'est de le rester. Donc, c'est à la fois très inspirant et aussi très challengeant. Donc, la marque Trésor, elle est très active en magasin et en digital également. Donc ma partie, c'est uniquement le digital et on essaie de se renouveler chaque année pour être vraiment là où on n'attendrait pas forcément une marque de céréales. Trésor, elle a été très impliquée dans le gaming depuis de nombreuses années déjà et on a également pris un tournant dans le e-sport en 2021. C'est très difficile pour une marque non endémique de trouver sa place et Trésor a su la trouver
parce qu'on a sponsorisé le premier événement physique de League of Legends, donc de LFL. On a sponsorisé donc le LFL Trésor Day en 2021 et ça a été très bien accueilli parce que premier événement physique après la pandémie et les spectateurs ont été conscients que sans Trésor l'événement n'aurait peut-être pas pu se faire et en fait on a de la part de cette communauté une acceptation du sponsoring qui est incroyable. Donc on a pu lors de l'event brander complètement le décor, on avait une visibilité qui était incroyable. Et les spectateurs étaient enchantés d'avoir une marque qui sponsorisait. Donc on a continué sur cette lancée du e-sport. Et là on commence un peu à se diversifier. On a gardé le gaming, on a gardé le gaming et on va vers d'autres verticales, vers la musique par exemple ou les mangas, qui sont des passions que notre cible adore également. Donc voilà, toujours pour être là où on nous attendrait pas forcément, en gardant un sens bien sûr à nos stratégies. Ça c'est super intéressant sur le gaming parce que c'est le e-sport, ça a cette capacité d'avoir une expérience en live sur le digital, mais aussi en vrai, parce qu'il y a des gens qui sont là autour, des fans, etc., qui aiment beaucoup cette discipline. Et donc, j'ai l'impression que ça permet à une marque de sortir un peu de ce côté ultra digital où on a moins de contact direct avec les consos. Exactement. Je pense qu'une bonne campagne, elle est 360. Il faut en amont faire tout un travail un peu d'awareness autour de l'événement qu'on va aller offrir aux spectateurs. Donc ça passe par de l'influence, par des publicités, par de la création de contenu pour donner l'envie le jour de l'événement. Et l'événement le jour J, en effet, c'est physique, mais il y a tellement d'UGC qui est créé, que ce soit par les consommateurs, par les influenceurs qui peuvent être invités lors des events. En fait, ce qui est clé, c'est de créer une histoire autour des événements et l'influence nous aide beaucoup. Et justement, quand tu dis créer une histoire, à quoi tu penses? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus? Parce que j'imagine que c'est quelque chose quand même de relativement... que beaucoup de marques ne font pas forcément, justement parce que par... peut-être méconnaissance. Comment vous avez introduit cette discipline, cette activation, comment vous l'avez pensé? Alors les activations avec toutes nos marques en général, mais plus précisément avec Trésor, on essaie qu'il y ait toujours un sens. On ne veut plus faire simplement un placement de produit entre deux stories qui n'ont rien à voir. Donc on essaie de créer une histoire justement par la co-création avec les influenceurs, avec les créateurs de contenu. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et j'imagine justement par rapport à l'âge de la marque qui est relativement jeune, 16 ans par rapport à d'autres marques du groupe, il y a eu un fit avec aussi les audiences de cette discipline de l'e-sport, du gaming de manière générale. C'est qu'il y a des jeunes et aussi des moins jeunes bien sûr, mais que en fait finalement il y a cette audience qui a grandi finalement avec la marque. Oui, c'est ça exactement. Trésor, c'est une marque jeune qui est plébiscitée par les jeunes adultes et aussi par les adolescents. Après, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est qu'on a une démarche RSE chez Kellanova et on s'interdit de communiquer aux personnes de moins de 16 ans. Donc voilà, on est sur le gaming, on est sur l'e-sport, mais ça demande aussi un ciblage dans les jeux qu'on utilise, dans les ligues qu'on va sponsoriser. Donc oui, on a cette cible qui est assez jeune. Néanmoins, on exige de la part de nos marques de respecter toutes les démarches qui sont mises en place. Tu as parlé tout à l'heure de RSE. C'est un sujet qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'influence responsable aussi, il y a tout ce volet que des marques veulent
des engagements que des marques veulent mettre en action. Chez Kelanova, comment vous intégrez cette RSE dans l'influence? Comment vous travaillez ce levier par le biais de la RSE? Donc, l'un des piliers de notre démarche RSE, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. On a plusieurs partenariats avec Andes, par exemple, qui est un réseau d'épiceries solidaires, mais également avec la fondation de Rudy Gobert, qui est un joueur de NBA. Qui a pour ambition d'accompagner les jeunes, que ce soit dans le sport, mais également dans l'apprentissage de l'équilibre alimentaire. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec cette association, par exemple, on organise 4 fois par an des stages qui mêlent à la fois sport et également éducation un peu autour de qu'est-ce qu'un petit déjeuner équilibré. C'est hyper important pour nous de sensibiliser les jeunes autour de ces questions. Et pour promouvoir les activités qu'on fait, on a invité un TikToker, donc s'appelle Totosh Gang, à participer à l'un des stages. Donc, ce qui était hyper sympa à voir, c'est que déjà tous les participants le connaissaient, donc ils étaient ravis de voir leur TikToker jouer avec eux sur le terrain. On a organisé des sessions de petit-déj, bien évidemment avec nos marques, des petits déjeuners équilibrés. Et ensuite, on est suivi un match de basket on a eu la chance d'avoir Rudy Gobert ce jour-là qui jouait avec les participants pendant le stage. Et donc, on a eu la chance de voir des matchs entre Totosh et Rudy qui mêlent bien en fait les deux mondes, entre l'influence et à la fois nos actions pour lutter contre la précarité alimentaire. C'était important pour nous de sensibiliser également l'audience de l'influenceur qu'on avait choisi à toutes les actions que Kelanova mène. C'est intéressant parce que finalement, il y a un peu la triptyque, c'est-à-dire qu'il y a le créateur de contenu, il y a les participants à ce stage qui sont potentiellement des consommateurs, même si c'est pas le premier objectif ici, et une star comme le basketteur qui, lui, va apporter cette touche un peu expérientielle et pouvoir parler de son association et de ses engagements. C'est hyper positif comme espace, en fait, un espace où tout le monde se sent bien et où on apprend aussi des choses et on vit une expérience assez positive. Comment, sur la partie RSE, tu valorises ça, en fait? Est-ce que tu as des objectifs précis? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que tu veux démontrer aussi les engagements de Kelanova? Chaque action qu'on mène d'un point de vue RSE correspond à l'un des piliers de notre démarche. Donc là, je donnais l'exemple de la lutte contre la précarité alimentaire, mais on a aussi un pilier plus environnemental, par exemple, où là, on va aussi sensibiliser à ces aspects. Donc, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de se baser sur nos piliers RSE et ensuite de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mettre toutes nos actions en avant. Mais voilà, le but, ça reste quand même de se baser sur ce qu'on fait, réellement. Sur un des autres piliers, par exemple, on a un partenariat avec Timothée Adolphe, qui est un athlète paralympique. Et donc là, c'est vraiment sur le pilier donc inclusion et diversité. Et on a ce partenariat avec lui parce que on a mis sur nos packs des QR codes Navilens qui rendent les informations de nos packs accessibles aux personnes malvoyantes. Donc on a cet ambassadeur qui sensibilise sa communauté sur cette technologie et on a fait un peu on a opéré une campagne un peu de la même façon qu'entre Rudy et Totosh, puisqu'on a fait venir on a invité un influenceur, Roro le costaud, qui connaissait en plus bien Timothée, et ils se sont challengés tous les deux à qui allait aller le plus vite entre Roro et Timothée. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant dans un contenu divertissant, dans un contenu sympa à voir, les actions que Kellogg's et Kelanova mènent au quotidien.
Là, on a eu un petit florilège un peu de 3 marques avec des cibles très différentes. Est-ce que toi, au quotidien, tu as des conseils justement pour gérer autant de marques? J'imagine pas en même temps, mais il y a des sujets qui se chevauchent certainement à certains moments. Comment tu vas aller... tu vas t'organiser pour donner du temps à chaque marque et rester qualitative, toujours suivre les bons KPI, etc. Pour y répondre à tes objectifs finalement. Je pense que le plus important, c'est l'anticipation et l'organisation, et également la préparation. Par exemple, quand on va lancer une campagne d'influence, ce qui est clé pour moi, c'est de bien sélectionner les influenceurs et les créateurs de contenu, parce qu'en fait, si on ne fait pas ce travail-là en amont, le contenu créé sera pas en adéquation avec ce qu'on imaginait, et donc ça induit forcément beaucoup d'allers-retours, etc. Et c'est très inconfortable, que ce soit pour la marque, pour l'agence qui nous accompagne et pour le créateur de contenu. Donc là où je concentre mes efforts dans une campagne d'influence, par exemple, c'est vraiment sur la sélection des profils. Être sûr que ce profil-là correspond tout à fait à la marque, être sûr que ce profil aime la marque et va bien la mettre en valeur dans sa ligne édito. Et ça nous enlève énormément de soucis pour la suite. Mais non, honnêtement, je pense que c'est l'organisation, faire en sorte d'être assez réactif quand on interroge les agences, etc. Et puis après, ce qui est appréciable, c'est que je travaille souvent en binôme, et donc on a toujours cette double voix également entre la marque et moi, pour pouvoir suivre tout ça. Et puis c'est vrai que les marques ne prennent pas la parole tout en même temps, donc Et pour continuer sur les dernières minutes de cette conversation, est-ce que toi, globalement, par rapport à ton expérience, tu aurais vu des choses qui ont évolué de façon spectaculaire ou pas du tout sur l'influence, que ce soit sur la food ou d'autres secteurs, mais par exemple, comment toi, tu fais ta veille sur l'influence pour rester en adéquation avec ce que veulent tes cibles et rester proche finalement des futurs consommateurs ou des consommateurs actuels? Alors c'est vrai que la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais en influence, elle évolue très vite, contrairement à d'autres médias plus traditionnels. Donc, il faut sans cesse se renseigner sur les tendances, sur les législations, etc. Et si je compare les premières campagnes d'influence que je voyais en tant que consommatrice des réseaux sociaux, c'est vrai que finalement, à l'époque, c'était très un placement de produits. Il y avait énormément de codes promo, etc. pour valoriser les partenariats. C'était très transactionnel. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une évolution de l'influence, où les marques ont compris qu'il fallait co-créer les campagnes avec les influenceurs, puisque en fait, ce qu'on cherche quand on est sur les réseaux sociaux, c'est le divertissement. Et en fait, un post statique juste avec un code promo, aujourd'hui, c'est peut-être plus adapté à tous les produits, et il faut évoluer dans ce sens-là. Je vois énormément de nouveaux contenus sur les réseaux, sur YouTube également, des contenus qui sont beaucoup plus produits, qui sont beaucoup plus quali. On pourrait limite, c'est des formats très longs, 1h30, 2 heures, avec beaucoup d'invités, une préparation en amont qui est incroyable. Je pense à tous les lives qu'on peut voir, comme le GP Explorer. J'ai récemment vu un pétanque Explorer. Enfin, en fait, c'est des formats qui sont produits, et le message numéro 1, c'est le divertissement. Et ça, c'est très intéressant, puisque toutes ces vidéos, tous ces formats sont sponsorisés par des marques. Néanmoins, la marque n'est pas totalement au cœur du contenu, parce que sinon ça correspond pas
ce que l'influenceur, à ce que le créateur de contenu veut faire. Ouais, et surtout qu'aujourd'hui, les audiences sont de plus en plus exigeantes et typiquement, quand t'en parlais des placements de produits, elles sont assez matures aussi sur le sujet et elles zappent. Et finalement, en fait, c'est ni bénéfique au créateur, ni bénéfique à la marque. Et c'est là où il faut réfléchir à des concepts un peu plus élaborés, on va dire, ou plus créatifs qui sortent de l'ordinaire et qui vont divertir, comme tu le dis. Oui, exactement. Et ça devient de plus en plus compliqué de se démarquer, je pense, pour les créateurs de contenu. Donc voilà, il faut que le contenu plaise. Maintenant, ils ont aussi leur contenu signature. Donc voilà, il faut que les marques s'adaptent au contenu. En fait, je pense que la différence entre aujourd'hui et il y a une dizaine d'années, c'est que maintenant les marques s'adaptent au contenu, alors qu'avant les influenceurs s'adaptaient à ce que voulait la marque. Et cette différence, elle est clé selon moi. Ça change tout, ça change la perception de l'audience par rapport au contenu. Ouais. Et justement, quand tu disais au début que tu étais sur des marques grandes conso et que tu aimais avoir ce côté où tu vois directement en fait le résultat de ton travail, étant donné que les marques que tu représentes sont vendues en grande distribution, comment tu arrives à juger en termes par exemple de conversion, d'image, que ça a bien fonctionné, que ça porte ses fruits? C'est vrai qu'on travaille uniquement en grande surface, en magasin, et on n'a pas de site en ligne. Donc, on n'a pas ce lien direct à l'achat. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, une campagne qui fonctionne bien, c'est une campagne qui va toucher tous les touchpoints. Donc, nous, on travaille avec on fait en sorte que nos campagnes cochent toutes les cases du funnel marketing. Donc, on a la partie awareness, donc qui va être tout ce qui est télévision, publicité. On a la partie considération où là, j'interviens justement avec le digital. C'est faire en sorte que les gens, que les consommateurs pensent à notre marque et la considèrent pour leur prochain petit déjeuner, leur prochaine pause avec les bars ou leur prochain apéro. Et en fait, moi, je suis pas challengée sur un ROI ou un nombre de ventes. En revanche, ce qui m'intéresse, moi, en KPI, ça va être l'engagement, ça va être la perception, les commentaires des campagnes. Et finalement, c'est vrai que quand on opère une campagne, on voit tout de suite si elle fonctionne ou si elle fonctionne ou non de par les commentaires, l'engagement. L'année dernière, on a fait une campagne avec Pringles pour promouvoir une nouvelle gamme et on a activé 17 influenceurs en même temps. Donc voilà, c'est assez massif. On n'avait pas encore partagé la nouvelle en interne et des personnes d'autres services venaient nous voir en nous disant qu'ils avaient vu la campagne, etc. Donc pour moi, ça, c'est aussi un marqueur d'efficacité. C'est si les personnes voient la campagne, s'en souviennent et nous en parlent, que ce soit dans les commentaires ou dans nos entourages, dans les agences, quand nos campagnes font aussi partie des veilles social media que certains médias font, ce sont des indicateurs, oui. Selon toi, si tu devais, dans 10 ans, 15 ans, mener une campagne d'influence, quelle dimension elle aurait ? Alors, l'univers, l'écosystème change tellement vite que c'est assez difficile de répondre à cette question. Mais je pense que l'influence va encore évoluer dans le bon sens. À mon avis, les influenceurs et les créateurs de contenu auront encore plus de pouvoir envers les consommateurs et envers les marques. Ils vont vraiment s'approprier les contenus, s'approprier les marques et je pense qu'ils vont finalement être des ambassadeurs encore plus puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Donc vraiment, la campagne d'influence que j'imagine dans 10 ans, ce serait de donner uniquement peut-être l'objectif de la campagne et que le créateur de contenu y réfléchisse complètement, sorte du 100% digital, propose des choses en magasin, etc. Et que finalement, la co-création sera toujours là. Intéressant. Il ne reste plus qu'à voir ça d'ici une dizaine d'années. Je te remercie pour cet échange et on se dit à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve sur Instagram et LinkedIn pour continuer la conversation. À mercredi prochain.